Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la première étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. On est arrivé du côté d'Antibes pour cette première journée qui n'a pas fait de grands écarts, qui n'a pas été extrêmement passionnante. C'est pour ça qu'on fait un débrief en mode un petit peu express. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief des compétitions en direct, les shorts également pour les compétitions en direct. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis, vous pouvez aller voir du côté des différentes playlists et puis la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Comme je vous disais, étape qu'on va faire en mode rapide. Pourquoi ? Parce que étape absolument pas passionnante. Déjà parce que on a eu un sprint, mais sans énormément de sprinters. Alors, certains se plaignaient autour de la Provence qu'il n'y avait pas grand monde autour de Mats Pedersen, mais il y avait quand même Mats Pedersen et Sam Bennett, par exemple. Là, c'est vrai que sur cette course, il n'y a pas grand monde. Et le parcours, alors j'adore moi les profils qui sont trompeurs. Parce que, alors encore là, je vous ai montré hier le profil de Pro Cycling Stats. Le profil des organisateurs est encore plus drôle. On a l'impression que c'est le Mont Ventoux, hein, vraiment. Les côtes du jour. Va falloir un moment se calmer aussi avec les organisateurs qui font croire qu'il y a des difficultés énormes alors qu'il n'y a pas grand chose. En plus, je me suis tapé l'épreuve commentée par François Paca. Hier, j'avais fait Eurosport, mais aujourd'hui, je me suis dit, tiens, petite variante, je vais regarder sur internet avec François Paca. Oh, bah, j'ai pas été déçu du voyage. Hein. Alors, déjà que l'étape n'était pas passionnante, ils ont réussi à rendre l'étape encore moins passionnante grâce à leurs commentaires. Le commentaire du journaliste, parce que Nicolas Roche... alors déjà, je trouve que Nicolas Roche, c'est pas le meilleur consultant au monde. En direct, je trouve que oui, il a une analyse technique, mais je trouve qu'on n'arrive pas à l'apercevoir en direct. C'est peut-être parce que aussi, c'est quand même un mec qui est irlandais. Alors, même s'il parle très bien français, de base, sa langue natale, c'était l'irlandais, c'était l'anglais. Mais c'est surtout que je trouve que, je sais pas, j'ai un peu du mal avec... Il a des analyses très intéressantes, hein, mais bon, voilà, j'ai un peu de mal avec Nicolas Roche. Mais en même temps, j'ai peut-être un peu de mal avec Nicolas Roche, parce qu'à chaque fois que j'ai entendu commenter, il était sur France 3, et pas toujours avec des gens très compétents du côté des journalistes de France 3. Ça serait bien un jour qu'ils prennent des gens compétents chez France 3 pour commenter le cyclisme. Ils ont qu'à prendre un mec qui commente que les épreuves de cyclisme sur les antennes régionales, tu vois, qui ne fait que ça. Ils l'ont fait pour le basket en plus, donc pourquoi ils ne le font pas pour le cyclisme ? J'ai du mal à comprendre. Bon, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur cette étape pas très passionnante. Une échappée avec deux coureurs. Dans cette échappée, il y avait Van Niekerk et il y avait Andrea Mifsud, qui pourra dire merci à Jean-Louis Denis. Parce que je pense qu'il a dû se faire tirer les oreilles ce soir, Jean-Louis Denis. Alors, je dis pas que ça sera allé au bout, mais alors, grâce à Jean-Louis Denis, donc équipier d'Andrea Mifsud, il a tout fait pour que ça n'aille pas au bout. Alors, je sais pas s'il savait pas que son équipier était devant, mais ça me semble quand même gros. Ou si, il n'a pas été très finaux en termes de stratégie. Ça me semble un petit peu plus logique, peut-être. Mais je pense que ce soir, à l'hôtel, ça a pas dû être très sympathique entre les deux. Étape qui n'a pas été passionnante. Pour tout vous dire, même le vainqueur du jour, il n'a même pas célébré. Alors autant hier, le vainqueur, bon, il n'a pas eu le temps de célébrer, mais c'est pas le bon qui a célébré hier. Autant Vermeulen, là aujourd'hui, on avait vraiment l'impression qu'il en avait rien à foutre, Vermeulen. Pourtant c'est sa première victoire avec Israël, changement d'équipe, premier jour de course, donc tu vois, il y a quand même des facteurs intéressants, mais je sais pas, alors je sais pas si c'est lui qui est comme ça d'habitude, mais j'ai pas souvenir, parce que quand il avait gagné sur le Tour de Catalogne, par exemple, j'avais l'impression d'un mec qui était en jouet normal. Là, putain, j'avais l'impression que tout le monde s'en foutait. Même le sprint, alors en plus avec les commentaires, encore une fois, de France Télé, c'était pas simple, mais putain, j'avais l'impression que vraiment l'étape, je regardais à la fois le contre-la-montre du Tour de l'Algarve, regarder sur Pro Cycling Stats et à la fois l'étape, ça m'a vraiment pas passionné sur ce parcours. Je me suis fait chier, mais à mourir. Heureusement, il y a eu l'attaque de Romain Bardet avec Romain Grégoire pour animer un petit peu la journée, mais sinon ça a été très calme. Bon, victoire d'Ethan Vernon aujourd'hui
Il n'a pas eu à forcer trop son talent non plus parce qu'il a été extrêmement bien emmené, il faut le dire, notamment par Chris Nyland. Il avait 2 équipiers avec lui à 600 mètres de l'arrivée, donc ça a fait le job, et notamment Guillaume Boivin et Chris Nyland. Boivin qui arrive quand même à faire 5e de l'étape, en ayant pourtant servi de poisson pilote à Ethan Vernon qui a même pas fait un sprint totalement parfait. Je pense qu'il départ peut-être un peu tôt, mais bon, il n'y avait pas énormément d'adversité aujourd'hui. Sean Flynn 2e pour la DSM. Oui, bah c'est une belle course pour Sean Flynn. C'est pas un total pur sprinter. Bon, donc par rapport à Vernon, je pense qu'il rend un petit peu de puissance, Sean Flynn. Après, on sait que c'est un coureur qui est très rapide, très performant, très talentueux. 2 Britanniques, il n'y a pas que les Belges qui ont des jeunes talents. Les Britanniques aussi, parce que Pidcock est pas vieux déjà, mais ils ont quelques bons coureurs, notamment Joshua Tarling du côté des rouleurs. Mais là, Sean Flynn, voilà, ça s'est bien passé aujourd'hui. On sait que c'est un coureur qui est assez apprécié par Romain Bardet, qui en disait le plus grand bien, notamment, je me rappelle, sur la dernière Vuelta. Donc, coureur très intéressant. 3e Albanese. Pas fantastique Albanese aujourd'hui, mais c'est souvent comme ça en début de saison, Albanese. C'est pas le coureur qui démarre le mieux ses saisons, Albanese. Je me souviens même chez Olo Kometa, il met toujours un petit peu de temps avant de se mettre en route, Albanese. Donc c'est ce qui s'est passé encore aujourd'hui. Après, il marque quand même 3 points UCI, c'est pas non plus catastrophique, mais c'était pas sensationnel. Et puis après, comme je vous dis, c'était pas un sprint fantastique parce que 4e, Tobias Allan Johannesson, qui n'a pas célébré aujourd'hui. Et puis on voit Romain Bardet 7e, Cosnefroy 8, Vermarqueux est 9. Ce qui est pas mal, encore une fois, Vermarqueux, et Mathis Grisel, le jeune français de la Lotto Destiny Développement, est même 10e. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup de densité. 18 ans seulement. Lui qui était chez la G2R U19 l'année dernière. 2e des championnats d'Europe, notamment Mathis Grisel, lors des championnats d'Europe aux Pays-Bas. 8e de la route des géants, 20e des championnats du monde sur la course sur route. Voilà, il y a quelques résultats intéressants chez les juniors, notamment pour ce jeune coureur. Voilà, un top 10 pour sa première course chez les deuxième course chez les professionnels. C'est pas mal du côté de la Lotto Destiny Development Team. Pas de grande surprise au niveau du classement général. Voilà, on a quelques coureurs, notamment Bonifacio qui finissent à 7 secondes. C'est vrai que c'est un petit peu dommage du côté de Bonifacio, avec sa nouvelle équipe, la Coratec, lui qui fera déjà pas le Giro. Il y a plein de courses qu'il ne fera pas à Bonifacio, mais c'est vrai que il pouvait se montrer aujourd'hui alors qu'il n'y avait pas une grosse opposition. En plus, c'est un coureur qui a déjà pas mal de jours de course. Tour de Sarja, Tour de Colombie. Peut-être que là, c'est le choc thermique aussi qui a joué. Après, il a été battu notamment par les frères Barbier à Sarja. En Colombie, il prend des top 10, mais il n'y avait pas non plus une grosse densité du côté des sprinters. Donc c'est vrai que c'est pas fantastique pour le moment. Bonifacio du côté de la Coratec, mais il l'a peut-être mauvaise de savoir qu'il ne fera pas un grand tour cette année, puisque je pense que c'était son objectif en rejoignant la Coratec. Par contre, Milan-San Remo de prévu, l'Estrade pour l'Italien, qui était l'année dernière chez Intermarché, qui était ensuite chez Total Energy pour les années précédentes. Steph Kras aussi qui perd 7 secondes, c'est ça un peu dommage de finir dans une petite cassure. Villarmoz aussi à 7 secondes. Villarmoz qui disait hier sur la classique VAR qu'il était déjà dans le rouge avant même le début de la montée. Il a souffert encore d'un virus cet hiver. Ça fait plusieurs années qu'il a pas mal de soucis au niveau de sa santé, Alexis Villarmoz, et disait qu'il avait l'impression d'avoir une crise d'asthme, en sachant qu'il est asthmatique, Villarmoz. Lui, il est vraiment asthmatique. On sait la fameuse technique de la ventoline à l'époque, mais lui, il est vraiment asthmatique. Et il a vraiment souffert dans la montée, il disait hier, du Mont Faron. Il n'y avait plus grand-chose à mettre en termes d'énergie. Non, sinon, pas de grande catastrophe au niveau du résultat aujourd'hui. Il n'y a pas un mec qui a fini complètement largué sur cette étape. On a quand même pas mal
d'abandon. Et on peut souligner quand même le fait est que Kevin Vauquelin ait pris part à cette étape. C'était pas sûr, encore une fois, du côté de Kevin Vauquelin qui finit dans la cassure. Mais vu comment il est tombé hier et vu comment il était amoché, je pensais vraiment pas qu'il allait courir aujourd'hui. Donc c'est plutôt pas mal du côté de Kevin Vauquelin qui a même roulé un moment en tête de peloton. On regarde l'étape de demain. Un peu plus intéressante, même si on a l'impression que c'est un peu une sous-étape de Paris-Nice, avec un départ au pied du col d'Aise, du côté de Villefranche-sur-Mer, pour en arriver à Vence. Le col d'Aise, la version classique, donc avec la première partie qui est très pentue, et puis ensuite ça devient de plus en plus facile, jusqu'au col des 4 routes, la première partie, puis ensuite ça devient... je ne sais même pas si c'est la version avec les 4 routes ou si c'est pas de l'autre côté même qui démarre, de l'autre versant. Mais c'est voilà, ça reste très raisonnable en termes de dénivelé, donc c'est pas extrêmement compliqué. Ensuite, comme d'habitude, j'ai envie de dire sur ce Tour des Alpes-Maritimes, on se souvient notamment d'une victoire de Tim Wellens dans cette configuration-là. Petit faux plat montant pour continuer vers Peille, où au kilomètre 24, on entamera la descente. On arrivera au sprint intermédiaire à Comte pour le col de Châteauneuf, 6 km 9 à 6,3 de moyenne. Là aussi, c'est un col assez roulant de l'arrière-pays niçois, même si on a une côte, un passage à 8,1% pendant 1 km sur la première partie de montée, mais le final, un peu comme sur le col d'Aise, est plus facile que le pied. Derrière, on redescend. Aspremont, on aura encore une petite bosse, mais qui n'est pas au classement de la montagne, 3 km 9 à 4,1 de moyenne, c'est 2 km 61, c'est-à-dire ça sera mi-journée, parce que cette étape ne fait que 132 km. On arrive au pied de la troisième difficulté du jour, côte de deuxième catégorie à Carros, 5 km 3 à 5,2 de moyenne, cette côte de Carros, très roulante, voilà, où il y a un passage en rouge, mais même le dernier kilomètre 300, en fait, la moyenne sur ce dernier kilomètre 300 est de 5,9, donc il y a un petit passage à 6,2, 6,3 qui fait que ça se met en rouge. Sinon, c'est pas extrêmement compliqué pour cette dernière montée. On remarquera que le classement de la montagne se jouera sur cette étape, vu que sur cette première journée de course, il n'y avait qu'une côte au classement de la montagne, une côte de troisième catégorie. On passera à Tourette-sur-Loup, puis Pont-de-Loup, avant la Colle-sur-Loup et la montée finale vers la montée de la Seine, pas de la Seine, c'est pas du tout le même endroit. 3 km 6 à 5,3 de moyenne, côte première partie très dure, la fin aussi, c'est-à-dire qu'il y a 2 rampes vraiment, le pied est très compliqué sur les 800 premiers mètres, et ensuite ça devient un peu plus facile sur la fin. Mais particularité, l'arrivée ne sera pas au sommet, il restera encore 3 km de plat pour arriver vraiment du côté de Vence, qui pourrait faire des écarts, surtout pour le moment, du côté du classement général de ce Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Eh bien, Ethan Vernon n'a que 10 secondes d'avance sur Tobias Haaland Johannesson, et ensuite derrière, on a beaucoup de concurrents qui sont à peu près au même niveau, avec Louis Barret, Andrea Missud. Louis Barret, qui était le coureur qui avait pris les bonifications au début de journée, puisque j'ai entendu le nom de Clément Champoussin du côté de France 3 PACA, alors que Clément Champoussin, il n'était pas au départ de cette épreuve. Vous savez, du côté de France 3, il y a un truc qui s'appelle une start list. Alors moi, je sais que j'ai fait l'erreur avec Mascotson la dernière fois, mais je me suis aperçu de mon erreur en regardant la start list. Vous allez voir, c'est assez incroyable. C'est un truc où ça permet de voir tous les coureurs au départ d'une épreuve, et là, vous voyez donc bien, quand vous l'avez devant les yeux, qu'il n'y a pas Mascotson. Et encore, moi j'ai une excuse, c'est que la dernière fois je fais parfois 2 ou 3 courses en même temps, mais vous chez François vous en faites qu'une, ça serait bien de la faire correctement du côté des journalistes de France 3. Bon, eh bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Demain, on fera peut-être pas le débrief de l'étape numéro 2, ça sera peut-être lundi parce que je suis pas disponible pour la voir. Ça sera pareil aussi pour le Tour de l'Algarve, ça sera peut-être lundi et pas dimanche. Donc vous inquiétez pas si dimanche il n'y a pas de débrief de cette étape. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.